Bonjour les sixièmes, nous continuons aujourd'hui notre avancée sur la rupture du néolithique et voir les évolutions que ça va avoir sur le rythme de vie des êtres humains durant finalement cette période de l'âge de la pierre polie. Alors si vous vous souvenez de ce qu'on a vu dernièrement, on a vu finalement que les humains vont commencer à domestiquer petit à petit leur environnement et à s'adapter et à l'adapter pour pouvoir satisfaire un peu plus leurs besoins et devenir ainsi sédentaires. Ça a passé par deux éléments principaux, la naissance de l'agriculture et la naissance de l'élevage, ou plutôt la maîtrise de ces deux techniques-là. Ces techniques-là, elles vont se développer principalement dans 5 grands foyers dans le monde, principalement le croissant fertile, c'est ce qu'on vous explique régulièrement, mais aussi en Guinée, dans la période sino-coréenne, et enfin dans les deux Amériques. Ça va se caractériser par différentes choses. L'utilisation de nouveaux matériaux, l'utilisation du bois, avec d'une part le fait de couper les arbres pour construire les premières maisons, d'autre part le fait de faire la culture sur brûlis pour dégager des espaces et fertiliser le sol, ce qui leur permettra de faire pousser les premières plantes. On ne sait pas exactement ce qui a poussé des hommes à vouloir faire pousser de façon systématique des plantes, peut-être une meilleure compréhension, un goût alimentaire, on n'en sait rien pour l'instant. Simplement, on va commencer à dégager des espaces qui vont permettre de faire pousser des plantes comme le riz, dans la partie orientale, ou, pour ce qui concerne le croissant fertile, principalement les familles des céréales. Des céréales qui sont nourrissantes, qui permettent d'avoir suffisamment de nourriture pour pouvoir nourrir des quantités de personnes plus importantes, tout en occupant une partie de la population. Si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on a appelé les cultures peuplantes, qui vont permettre à la population d'augmenter et de moins se déplacer. Donc les premiers villages se développent, et on prend les matières premières qu'on trouve sur place, donc principalement le bois, mais aussi dans la zone du croissant fertile, on va commencer à utiliser un petit peu la pierre, mais surtout l'argile, pour faire les premières briques qui sont mélangées à de la paille, qui sont séchées au soleil, et qui permettront de faire les premières habitations. On y reviendra, les villages ne sont pas du tout comme nous, ça c'est totalement différent. Dans un deuxième temps, il va y avoir aussi la technique de l'élevage qui va se manifester. Alors les premières sources d'élevage, elles sont très très anciennes, c'est le chien qui a été le premier animal qui a été domestiqué par l'homme, donc on est passé par le loup. C'est-à-dire qu'on a capturé des petits, qu'on a habitués à l'être humain principalement, on a gardé ceux qui étaient le plus à même de nous obéir, le plus à même de nous suivre, et en fait on a commencé à adapter cette espèce-là pour la transformer petit à petit pour en faire ce dont nous avions besoin. Alors pour ce qui est du loup qui est devenu par la suite le chien, c'était principalement nous accompagner à la chasse, nous aider à nous protéger, nous avertir quand il y avait un problème, bien avant le côté câlinons le chien, etc. C'est vrai que pour les hommes du néolithique, la compagnie animale n'avait pas forcément la même implication que pour nous. Il ne faut pas oublier par contre que chaque animal, même une fois domestiqué, garde une partie de son instinct. Dans tous les chiens, il y a une partie de loup qui sommeille, même dans un tout petit chihuahua. Et bah oui, ça sommeille peut-être très profond, mais il est quand même là. Donc cette domestication, elle va se faire progressivement. Autant l'agriculture commence, d'après nos sources, vers moins 10 000, donc il y a à peu près 12 000 ans. L'élevage, ça sera un petit peu plus tardif, entre 1000 et 2000 ans plus tard. Les principales espèces qui vont commencer à être domestiquées massivement, ce seront les moutons et les chèvres, qui sont des animaux assez simples qu'on peut avoir en troupeau, qu'on a pu parquer pendant un moment. Vous vous souvenez, on a vu cette idée qu'on fait des palissades pour garder des zones de chasse à l'intérieur du village. Ça permet aussi de garder les animaux. On va faire un tri sélectif. On garde les animaux les plus petits, ceux qui sont les plus calmes, ceux qui s'habituent à l'homme, ceux qui ne sont pas trop agressifs. Les autres passent très rapidement à la casserole. Par contre, on commence à faire des choix sur les animaux, sur les espèces. On comprend très facilement, sans la notion de génétique, que si on garde toujours les mêmes animaux, ils vont s'affaiblir. Donc on échange les mâles des différents troupeaux, notamment les béliers, notamment les boucs pour les caprins et les ovins. Et puis par la suite, quand on aura des bovins, quand on aura d'autres animaux, ça sera le même principe. On va échanger régulièrement pour garder finalement les animaux en bonne santé, capables d'être utilisés. Si initialement les animaux servent principalement pour nous nourrir, on va rapidement se rendre compte qu'ils ont d'autres utilisations. Comme par le passé, on peut utiliser la peau, la fourrure pour pouvoir faire des habits, pour pouvoir faire des choses pour nous couvrir. Et on va se rendre compte que parfois ça peut être réutilisable. Notamment l'utilisation du mouton va être très très utile, puisque la laine, on peut la récupérer chaque année. On y reviendra un tout petit peu plus tard avec la notion d'artisanat. Ces animaux vont nous servir aussi pour nous fournir leur force, notamment quand on veut faire de l'agriculture, pour retourner le sol, pour pouvoir faire finalement des plantations. On va pouvoir se servir de la force de ce qui donnera nos chevaux, de ce qui donnera nos bœufs,
Donc des animaux qui vont fournir une force, qui vont fournir de la nourriture, qui vont fournir de quoi nous habiller. Certains, par leurs cornes, etc., nous permettront de construire de nouveaux outils, ou tout simplement de décorer des choses. Bref, l'utilisation des animaux va augmenter finalement petit à petit pour pouvoir rendre cette utilisation de plus en plus utile et efficace. On fait des choix d'animaux pour qu'il y ait le plus d'utilisation possible. Au Proche-Orient, notamment, si vous avez un mouton, vous pouvez avoir de la viande, vous pouvez avoir du lait, vous pouvez avoir aussi donc de la laine. Tous les choix ne vont pas s'opérer de la même façon partout dans le monde. Notamment, on fait en fonction des animaux qu'on a sur place. Certains animaux n'existent pas, notamment en Amérique. Et parfois, on fait des choix. Par exemple, si on prend ne serait-ce que l'Amérique ou le Proche-Orient, ou l'Extrême-Orient, le choix d'utiliser le lait de l'animal n'était pas forcément évident. Ce qui aura des conséquences sur notre développement aussi. On se rend compte qu'au Proche-Orient, on a développé un certain nombre de toxines qui nous permettent de mieux digérer le lait que dans d'autres régions, parce qu'on les consommait en plus grande quantité. C'est ce qui fait qu'on va se transformer encore petit à petit, même si on est déjà dans la version moderne de l'Homo sapiens. Tout ça, ça va permettre finalement d'avoir plus de nourriture, plus de possibilités de rester sur place, et nos communautés vont croître considérablement. Et les êtres humains vont essayer de faciliter leur mode de vie. En utilisant leur environnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise au maximum les ressources, que ce soit l'eau, que ce soit les animaux qui sont sur place, que ce soit aussi les matériaux. Le bois, les pierres vont commencer à être travaillées pour pouvoir être beaucoup plus utiles finalement pour faire des outils, pour faire des armes, pour faire aussi des choses qui seront utiles au quotidien. Les céréales sont par exemple une plante qui ne sont pas très digestes pour l'être humain naturellement. Par contre, une fois écrasées en farine, elles peuvent être transformées en bouillie, en galettes, en céréales ou plus tard en pain. Ça explique pourquoi dans les différentes régions du monde, ces céréales, on ne va pas forcément consommer de la même façon. On s'est adapté en fonction de nos besoins et de nos possibilités aussi, tout simplement. Tout ça va donner naissance à cet artisanat. Le fait que les hommes de leurs mains vont commencer à travailler des matériaux, que ce soit la pierre, puis que ce soit la terre. Cette terre qui va être travaillée, qui va être modelée, qui va être cuite, l'usage du feu est toujours très utile, pour faire les premières poteries. Ces poteries permettent de conserver la nourriture et les liquides, permettent de les fermer aussi pour les protéger des différents parasites, notamment les rats, ce qui va permettre finalement de protéger cette nourriture. Ça va permettre aussi, par exemple, d'enterrer une partie des poteries pour rafraîchir ce qui est à l'intérieur. C'est pas un frigidaire, mais ça permet de gagner quelques degrés. C'est une technique qui sera utilisée pendant très longtemps dans l'Antiquité, notamment par les Grecs. Si on continue dans cette voie-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la laine. La laine, une fois qu'elle est tondue, elle va être travaillée, elle va être transformée, ce qui permettra de donner des vêtements de plus en plus chauds. Ce qui permettra d'aller dans de nouvelles régions qui, jusqu'à présent, même avec l'usage du feu, étaient difficilement peuplables. Là, par contre, on va pouvoir avoir de véritables transformations. Des villes vont se créer. Celle sur laquelle vous aviez des informations, c'est Çatalhöyük. Cette ville qui se situe actuellement en Turquie, qui est l'exemple typique de ces grandes villes. Alors, grandes villes, pour eux, pas pour nous, mais pour eux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où on peut arriver à au moins 1 millier d'habitants. Je vous rappelle qu'initialement, on est parti de tribus qui étaient entre 20 et 40 personnes, et les premiers villages, c'était moins de 200 personnes. Une ville comme Çatalhöyük a été construite en briques faites à partir d'argile, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et on fait des maisons particulières. Il n'y a pas de rue à Çatalhöyük, tout simplement parce que la notion de propriété privée n'existe pas au néolithique. Tout le monde partage les choses, et pour se déplacer, on passe par les maisons, on peut se déplacer sur les toits terrasses, qui offrent une nouvelle pièce quand il fait très chaud. L'été, ça permet d'avoir la fraîcheur à l'intérieur des maisons, et le soir, on peut sortir à l'extérieur pour être dans un climat plus agréable. Et ça permet aussi de faire une grande défense. Il n'y a pas de porte pour entrer dans Çatalhöyük, il faut escalader, donc les gens se sentent plus en sécurité en cas d'attaque. On met les animaux dans les cours intérieurs, et la population se retire, il faut défendre maison par maison. C'est quelque chose qui est assez pratique, puisque rapidement, pourquoi est-ce qu'on s'installe en village ? Tout simplement parce qu'on trouve un certain nombre d'avantages. Avantage numéro 1, ça permet de se regrouper au même endroit pour faire des échanges. Si toi tu fais de la laine et que moi je fais de la poterie, plutôt que de se courir après, surtout si on cherche quelqu'un qui fait des herbes, etc., on se retrouve au même endroit, ce qui donnera naissance au premier marché. Et c'est autour de ces marchés que les villes vont se créer. Deuxième avantage, si moi je sais faire de la poterie, si tu ne vis pas très très loin, je peux t'apprendre à le faire. Donc on peut partager les techniques. Et tout ça va se diffuser lentement. Si nous sommes plus nombreux, nous risquons moins d'être attaqués.
Et nous devenons polyvalents. Je peux me spécialiser moi dans quelque chose, toi dans autre chose, et au final, on pourra faire fonctionner la communauté. Ça évite que quelqu'un soit capable de tout faire en même temps, ce qui est très compliqué d'être bon dans toutes les techniques. L'artisanat donc continue de se développer, toujours dans le cadre de ces villages qui se créent. On a parlé finalement de la construction de maisons, on a parlé d'un petit peu de tissage et de poterie. On va avoir aussi une véritable révolution sur le travail des outils. La pierre polie, puis l'usage du bois et des os de meilleure qualité. Et enfin, plus tard, à la fin de la période, ça sera les premiers métaux qui vont commencer à être travaillés, à être chauffés, façonnés pour faire les premiers vrais outils. Toutes les techniques s'échangent de village en village. Tout ça va se diffuser lentement mais sûrement, notamment le Proche-Orient, va faire apprendre les techniques en avançant lentement en direction de l'Europe. Et c'est ce qui permettra finalement à différentes régions du monde de devenir elles aussi des pôles, donc des foyers où se développent de nouvelles activités, de nouvelles techniques qui se diffusent vers de nouvelles régions et ainsi de suite. Avec cet effet boule de neige, rapidement, pratiquement tous les continents humains de la planète vont pouvoir être habités, puis peuplés, à part bien sûr l'Antarctique et une partie de l'Océanie. Mais malgré tout, c'est une véritable transformation aussi bien du mode de vie des hommes, et pour ce faire, une transformation de leur environnement. Ils ont besoin d'utiliser un certain nombre de choses, donc ils vont transformer, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le brûlis, en coupant. On va faire des choix de où est-ce qu'on met le village pour ne pas empiéter sur les zones de culture. On va avoir finalement aussi des choix de matériaux. On préfère conserver tel bois ou tel bois parce qu'il sera plus utile selon les cas. On cherche à s'installer dans les espaces les plus propices, puis à trouver des techniques pour compenser les difficultés, avec la création de palissades, avec la création des premières digues. Et tout ça va faire se transformer l'environnement. Ça va être la destruction des premières grandes forêts primaires, ou alors l'adaptation de la nature. Les animaux sont choisis aussi en fonction de leur utilisation. Si actuellement nous avons autant de vaches, c'est parce que les hommes du néolithique ont vu l'intérêt de cet animal-là et l'ont fait proliférer. Sinon, c'est un animal qui serait en petite quantité par rapport à d'autres, puisqu'il avait suffisamment de prédateurs. Donc finalement, l'homme va faire des choix, et ces choix vont transformer la nature. Il va déboiser, il va créer des villages, il va créer des moyens de relier ces villages, il va choisir certaines espèces, en évincer certaines et en faire proliférer d'autres, et en faisant cette technique-là, cette méthode-là, il va lui aussi pouvoir être beaucoup plus prolifique et se développer à la surface de la planète. Ça va permettre le développement, on l'a déjà vu, de grandes civilisations. Ces civilisations vont entrer en contact, en conflit parfois, échanger, et certaines vont devenir influentes. On y reviendra dans un prochain chapitre pour voir comment elles vont s'organiser, se structurer, et voir l'apparition des premiers chefs, et c'est ce qui donnera plus tard les premiers États, les premiers royaumes. Tout ça naît finalement de cette révolution néolithique et du changement du mode de vie qui se veut plus confortable, qui va créer aussi un certain nombre de croyances, qui va notamment travailler sur l'individu et lui permettre de profiter de la situation et de se développer en satisfaisant aussi ses besoins individuels et pas simplement ceux de la collectivité. Toutes ces croyances vont se diffuser, c'est pas pour rien, on y reviendra plus tard, qu'on retrouve souvent des éléments de culture dans les différentes civilisations. À peu près toutes les mythologies intègrent la notion notamment du déluge, parce que les premiers peuples s'installent à côté de grands fleuves. Et ces grands fleuves, fréquemment, ils ont des crues, et les gens ne sachant pas nager, pour eux, ça va être le grand mythe du déluge. Et tout ça fait qu'on va consolider ces civilisations et donner naissance à l'homme moderne et aux civilisations antiques, et donc on pourrait dire modernes pour nous aussi. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous retrouve très vite, et à bientôt. Au revoir.